Virginie, on ne vous présente plus évidemment. C'est super sympa de me recevoir au Parlement à Bruxelles. Merci à vous d'être là. Je suis désolée pour le temps, hein, c'est pas terrible. Hein. Oh, j'ai un temps bruxellois, c'est pour ça qu'il ne faut jamais vivre à Bruxelles. J'avais une question. Parce qu'en fait je voulais vous interroger sur la corruption au Parlement européen, puisqu'on a découvert avec le Qatargate, enfin au Parlement, dans les institutions européennes, puisqu'on a découvert avec le Qatargate qu'il y avait de l'argent qui circulait, des valises de billets pour acheter des parlementaires. Et la commission Covid à laquelle vous appartenez est en train de passer sur le grill Ursula von der Leyen pour ses relations avec Pfizer. Alors, évidemment, c'était l'occasion de parler de ces deux dossiers en même temps, mais est-ce que quand vous êtes devenu député européenne, vous saviez qu'il y avait autant de corruption dans les institutions européennes? Pour rappel, j'ai commencé par l'audition de Sylvie Goulard. Et c'est important de rappeler cet événement parce qu'en fait, quand on l'a interrogée, on a vu qu'il y avait des casseroles. Elle avait été rémunérée pendant 3 ans par un think tank américain pendant qu'elle était députée européenne. Donc elle doublait son salaire, voire plus, puisqu'elle touchait à peu près 13 000 € par mois pendant 3 ans. En contrepartie de quoi? C'est ça la question. On lui a posé cette question pendant 2 jours, puisqu'en fait, normalement, lors de la mise en place du Parlement, vous avez donc 27 États membres qui proposent des candidats. Macron a proposé Sylvie Goulard, et donc il y a une audition, et à cette occasion, on pose toutes les questions qui fâchent, les questions plus sympas. Et puis là, à cette occasion, puisque tout le monde connaissait Sylvie Goulard, notamment par rapport aux emplois fictifs, et il y avait ce petit cas de think tank qui tournait autour d'elle. Donc moi je me suis saisie du dossier et j'ai posé toutes les questions autour de 13 000 € par mois, c'est le double de ce que touche un député. Vous avez fait quoi pendant 3 ans? Et elle a été incapable de produire un travail. Elle a juste sorti un petit rapport de 4 pages sur 3 ans. Donc on sait que le think tank, c'est un think tank américain, c'est un bouillon de culture, d'idéologie pro-USA, pro-Union européenne. Mais en fait, on se demande à quoi ça sert. Et donc, à l'occasion de cette audition, on n'a pas eu de réponse. Et c'est aussi pour ça qu'elle a donc pas pu obtenir ce poste. Et donc, déjà, à la base, on se dit, qu'est-ce que ce think tank? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il attend après les députés? Parce que 13 000 €, c'est quand même pas rien. Est-ce que ça lui a permis... 13 000 € par mois pendant 3 ans. Ce qui fait à peu près 400 000 €. C'est quoi l'échange? Est-ce que c'est juste pour avoir une porte d'entrée au niveau du Parlement? Est-ce qu'elle a soutenu des résolutions? Est-ce qu'elle a soutenu des amendements? On n'en sait rien puisqu'elle a été incapable de produire ses preuves. Donc en fait déjà à la base il y avait ce problème. Et puis après quand on regarde un peu le parcours de tous ces commissaires, Madame von der Leyen, je rappelle qu'elle a été mise là, normalement c'était pas elle qui aurait dû être président de la commission, ça aurait dû être Manfred Weber qui est donc le candidat du PPE. Dont on se souvient que Nathalie Loiseau l'avait qualifié d'ectoplasme ou quelque chose comme ça. Voilà, toujours dans la retenue et la bienveillance, comme on sait très bien Madame Loiseau, comme elle nous maltraite entre guillemets, mais c'est pas grave, on la connaît. Et donc c'est Madame von der Leyen qui est sortie donc du ministère de la Défense parce qu'elle avait eu un problème de casserole elle aussi avec des SMS lorsqu'elle était ministre de la Défense avec le fameux cabinet McKinsey, qui se retrouve là, validé par Monsieur Macron et voté, je rappelle, ça a été effectivement mis au vote, mais elle a obtenu la majorité à 7 voix. Je rappelle qu'à l'époque on était 751 députés puisqu'il y avait encore nos amis du Royaume-Uni. Et déjà voilà, donc c'est quoi l'idée? C'est qui on met en place dans ces institutions. Donc déjà, Madame von der Leyen qui a ses casseroles. Quand on regarde de plus près les pédigrés de certains, Monsieur Reinders, je crois que si on regarde de plus près, donc c'est le commissaire de la justice qui a priori aurait eu des problèmes en Belgique avec l'affaire en Libye. Kyriakides qui a dû s'exprimer parce qu'elle a obtenu un prêt par son mari assez conséquent et elle n'a pas pu expliquer
Pourquoi? Puisqu'il fallait des solidités financières qu'elle n'a pas pu prouver. Donc Kyriakides, c'est la commissaire à la santé d'origine chypriote. Exactement. Et puis après, on entend des bruits de couloir, des conseillers politiques. Alors ça aussi, c'est important de savoir. Il y a les assistants des députés, c'est nous qui les embauchons en direct, et vous avez des conseillers politiques, ces conseillers techniques s'appellent des policy advisors, qui sont embauchés par les groupes politiques, qui ont une certaine expérience, ils ont de très beaux CV en général, ce sont des gens qui parlent 4-5 langues, qui ont Bac+5, qui ont une expérience surtout à l'étranger, et qui sont payés par les groupes. Et ils sont payés par les groupes politiques. C'est important parce que c'est donc ces deux personnes qui sont visées dans l'affaire du Qatar. Donc vous avez cet Italien, donc le petit ami de Eva Kelly, l'Italien, et vous avez un Iranien. Il faut savoir, quand on rentre dans ce Parlement, parce que là on attaque les députés, ok, c'est comme tout, de l'argent, beaucoup d'argent, des influences. Là j'ai donné l'exemple de ce lobby. Il y a aussi effectivement des États, même moi j'en reçois ici. C'est de l'amitié, ils veulent qu'on crée des groupes d'amitié, et après ils veulent aussi un échange. Mais quand ça devient problématique, c'est effectivement quand il y a des résolutions qui sanctionnent des États. Moi je vais vous donner 2 exemples. On a vu... Comme le thème à la mode, entre guillemets, c'est le droit de l'homme. C'est un thème bateau. Il suffit de ne pas mettre en place une réglementation pour protéger le LGBTQXYZ. Vous êtes tout de suite condamné par l'Union européenne, jusqu'en Égypte, jusqu'au Bahreïn. Et par expérience, moi j'ai rencontré des Barinois qui m'ont demandé pourquoi cette résolution, elle sort, on ne sait pas d'où, on ne nous a même pas contacté au préalable, on n'a jamais vu personne du Parlement européen. Toutes nos portes sont ouvertes, et d'un coup on se retrouve avec cette résolution. Idem pour l'Égypte. Et en fait, quand on regarde de plus près d'où viennent ces résolutions, elles viennent du groupe socialiste, et en général, ce ne sont pas les députés, ce sont les policy advisors qui rédigent ces résolutions, et après elles sont soutenues ou pas par les députés européens. Mais pourquoi ils prennent l'initiative de... Alors c'est ça. On peut imaginer que le président de groupe a quand même à un moment donné un rôle de filtre à jouer. Alors président de groupe pour le recrutement, en général, comme vous savez, tous les 5 ans il y a un renouvellement des hémicycles. Donc certains ont une expérience, d'autres pas. Donc du coup, en fonction du renouvellement ou pas des groupes politiques, vous avez des gens qui ont réussi à rentrer dans le système et puis qui restent parce que le député a bien travaillé avec lui pendant 5 ans, et les nouveaux ne les connaissent pas, donc ils acceptent un petit peu ce qui a été mis en place. Et puis après, c'est s'ils sont bons, le fait de parler plusieurs langues, le fait de faire rencontrer des personnalités participe effectivement à ce qu'il y ait un maintien de certaines personnalités, dont cet Iranien, Mamedov Eldar, qui est là depuis 2009. Qui était l'advisor des socialistes. L'advisor des socialistes, qui s'occupe de tous les pays arabes, dont le Qatar, le Maroc, et on sait très bien, l'Union européenne, c'est aussi ce qu'on critique. L'Union européenne devrait s'occuper des affaires de l'Union européenne, mais elle considère qu'elle doit rayonner dans le monde entier, d'où effectivement ces délégations avec l'Union européenne et ses pays. Et effectivement, ces pays veulent comment dire, ne pas être sanctionné, parce que quand on est sanctionné, on a de la mauvaise presse derrière. Après, ça contribue à ne pas faire émerger du tourisme. Et après, il y a aussi de l'argent. L'Union européenne a un chéquier conséquent pour donner de l'argent, notamment, là, l'exemple au Pakistan, parce qu'il y a eu cet été, il y a eu de l'inondation, donc ils ont fait un chèque. Donc si vous voulez, il y a ce rapport où on a un gros chéquier au sein de l'Union européenne. On a un système qui est mis en place depuis des années, et comme c'est toujours pareil, hein, quand il y a de l'argent, il y a de l'envie, et puis il y a des intérêts des États ou des lobbies à prendre de l'argent ou à prendre des positions dominantes au sein de l'Union européenne. Et puis après, voilà, il y a de la corruption quand il y a des corruptibles. Et là, à l'occasion de cet événement, on a bien vu que ce qu'on pensait était réel. Qu'est-ce que vous pensiez ? Moi, comme l'exemple de Sylvie Goulard, je me suis dit, c'est pas anodin. L'exemple de Van der Leyen, c'est pas anodin. Si déjà les institutions l'acceptent, parce que Macron ne s'est pas posé cette question quand il l'a proposé. Idem la Commission et Mme Van der Leyen. Donc ça veut dire que déjà les institutions à la base acceptent ce type de problématique
qui pourrait engager ou remettre en question la probité des institutions. Voilà. Puisqu'à l'origine, ils ont été mis en place alors qu'il y avait déjà des problèmes d'indépendance et de transparence. Donc déjà à la base, ça peut poser problème. Donc finalement, ça ne nous étonne presque pas, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que ça vient du groupe socialiste. Sont les premiers au sein de ce Parlement à toujours donner des leçons de morale, à toujours donner des leçons de probité, de transparence, à toujours nous attaquer parce qu'ils considèrent que nous sommes la bête noire dans cet hémicycle. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Je commence avec Sylvie Goulard. Première mission à l'étranger, puisque je faisais partie de la commission femmes, et on va une mission au Kenya, délégation de la commission femmes, pour pendant 4 jours parler de l'égalité des genres, de la défense des droits des femmes qui sont exploitées, etc., etc. Dans cette délégation, un socialiste allemand, très âgé, et un soir, parce que le soir on est quand même tranquille à vaquer à nos occupations, donc on va dans cet hôtel. Donc le thème, droits des femmes, égalité des genres, protection de l'enfance, etc., etc. Je me retrouve dans la soirée, je vois cet homme partir avec 2 prostituées jeunes, socialistes, qui vient pour défendre ce thème. Non, vous rigolez, mais moi aussi je me suis dit, c'est là que je me suis dit, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on soit là, pour pas voir toutes ces dérives. Et quand il m'a vu, il est devenu blanc. Et il est reparti penaud. Et après, j'ai plus jamais revu parce que je crois qu'il a dû même ils l'ont sorti. Vous voyez un petit peu, moi quand j'ai débuté, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on soit là, parce qu'on voit toutes ces dérives et ça les gêne. Et l'histoire du Qatar, c'est complètement ça. Ce Mamedov, alors, concrètement, qui a pu lui souffler l'idée de faire une résolution sur les LGBT au Qatar? C'est les ennemis de ces États. C'est les ennemis de ces États, puisque ça dépasse l'Union européenne. Qui sont les ennemis du Qatar dans les pays arabes? Voilà. Qui sont les ennemis de l'Égypte dans ces pays? Qui sont les ennemis du Maroc? On sait qu'il y a des tensions entre l'Algérie, le Maroc. Toutes ces tensions-là qui sont hors Union européenne, ça vient de ces États qui poussent derrière à ce qu'on agisse, qu'on prenne une certaine position. Puisque nous, on n'a aucun intérêt direct, si ce n'est que ça va flatter l'ego de certains députés, si ce n'est que ça va, pour certains, ils vont récupérer un peu de pognon au passage, voire beaucoup. Là, pour le coup, toujours désagréable. Là, pour le coup, c'est assez énorme puisqu'on n'a que une partie de l'iceberg qui est sortie. Donc voilà pourquoi on a ce type de résolution. Donc là, maintenant, le travail, ça va être un petit peu. On est plusieurs à travailler sur le sujet, à voir ce qu'il y a autour, parce qu'on n'a vu qu'un bout en fait. Je pense qu'on n'a vu qu'un bout. Alors, et ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est même d'aller plus loin, d'avoir quelles résolutions, pendant toutes ces années, sont passées. Parce qu'on dit que notamment l'espèce d'accord privilégié avec Qatar Airways, il y a ça en transport, il y a tout qui est en train de sortir. Favorisé. Toutes les positions de vote, finalement, qui ont été faites notamment par les socialistes, même eux, est-ce qu'entre eux, il n'y a pas eu du lobbying entre eux pour qu'ils prennent une position? Et d'ailleurs, je constate que même entre eux, il n'y a pas assez de posture pour condamner ou de sortir de ce groupe dit des socialistes et de ce groupe dit de vertu et de valeurs, parce que là, ils sont assez inaudibles. Glucksmann, à part faire 3 tweets, c'est tout ce qu'il a fait. Il s'est même présenté, il voulait se présenter pour reprendre la vice-présidence. Il a une chance de l'avoir ou pas? Non, a priori, c'est pas lui qui a été retenu. Lui aussi, si on gratte un peu son CV, il n'est pas non plus très très propre, avec la Géorgie. Ça a vite été mis de côté, mais donc pour pas prendre de risques, parce que là, aujourd'hui, ils sont tous aux aguets, et ils sont tous mal, parce que les socialistes, donc comme je l'ai dit, c'est le groupe des valeurs, de la morale, de l'éthique, de l'humanisme. On a bien vu donc qu'ils se servaient d'ONG bidons
où ils recyclaient, parce que ça aussi, il faudra qu'on aille chercher ce qu'il y a dedans. Ils recyclent des anciens commissaires, des anciens députés, même jusqu'à chez nous, je crois qu'il y a des Français dedans, Cazeneuve. Qu'est-ce qu'il fait dans cette ONG bidon? Il a expliqué qu'il n'en avait jamais entendu parler officiellement. Oui, mais dans le board, il y est, hein, et sans doute peut avoir. Qu'est-ce qu'il fait dans ce board? Des ONG qui touchent de l'argent de la commission. En plus, les noms sont marrants. Fight Impunity et l'autre, c'est... Against quelque chose, ouais, Fight Against Justice. Quelque chose comme ça. Injustice, enfin bref. Injustice. Et après, quand j'entends M. Breton qui dit « Ah là là, nous, commission... c'est pour ça qu'on en parle de Van der Leyen. Nous, commission, jamais de la vie, tout est transparent. Nous, on a des règles. » Alors, je veux bien. Effectivement, il y a un répertoire de transparence que tout le monde peut aller consulter. J'invite d'ailleurs les gens à aller sur celui de Mme Van der Leyen. Je crois que j'ai sorti ça. Je l'ai ressorti ce matin sur tous les rendez-vous qu'elle a. Voilà, c'est ça. Notamment pendant la période Covid, Mme Van der Leyen, je crois qu'elle a eu 11 rendez-vous téléphoniques. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont dit. On ne sait pas quels sont les échanges vraiment concrets, à part de dire, voilà, à 11h, à 10h, j'avais rendez-vous avec Pfizer, là, par exemple. Elle dit, Madame Van der Leyen déclare le 26 ans, vidéoconférence meeting with CEO Pfizer. Après, j'en ai d'autres où c'est Citizen People, donc ça aussi. 11 rendez-vous avec Citizen People, c'est le truc, les concerts, ONG, concerts pro-vaccin, avec U2 et compagnie. Donc effectivement, ils mettent leur agenda, il y a un minimum ils mettent l'agenda. Non, il n'y a pas le contenu, mais vraiment un minimum. Parce qu'après, c'est ce qui est noté dans un des derniers articles, c'est-à-dire que cette ONG, la Fight Impunity, un ancien commissaire Avramopoulos est allé dans les couloirs de la commission, on ne sait pas pourquoi, et en fait ils se sont rendus compte que cette ONG n'est pas enregistrée au registre des transparences. Donc vous avez une ONG qui n'est pas enregistrée alors que ça devrait être enregistré, et donc il vient dans les couloirs de la commission sans finalement le déclarer. Donc il ne faut pas nous dire, il ne faut pas nous faire croire que la commission est plus blanche que blanche, parce que c'est faux. Nous aussi, en tant que députés européens, on doit déclarer tous nos meetings, et c'est ce qu'on fait. Par exemple, pour un rapport, moi c'était le DMA, Digital Market Act, donc c'est la réglementation sur les plateformes numériques. Donc moi j'ai eu des entretiens avec Google, Amazon, je l'ai indiqué. J'ai indiqué à telle date, et je mets l'objet. On a parlé du rapport DMA. Donc nous, on a déjà. Après, c'est vrai qu'en France, on a le registre HTPV qui est récent et là aussi, on fait notre déclaration. On le fait à l'entrée, on le fait à la sortie. Mais je pense que vraiment le problème, c'est cette commission qui a vraiment beaucoup de pouvoir. Alors, quand même, pour que les gens soient complètement rassasiés dans leur soif de James Bond, les services secrets, on dit qu'il y a 5 services secrets, ou les services secrets de 5 pays, qui ont coincé Eva Kaili. On sait qu'il y a la sûreté belge. Les 4 autres, c'est lesquels? Moi, j'ai entendu dire que c'était l'Arabie Saoudite. Après, les autres, je ne sais pas. Les seules informations que j'ai en direct, elles viennent de Grèce. Apparemment, eux savaient depuis le début qu'il y avait un problème. Où aujourd'hui, ils ont mis la main sur toutes les sociétés immobilières qu'avaient Eva Kaili et son compagnon en Grèce. Ils sont une dizaine. Donc c'est les seules infos. Donc c'est plutôt des services du renseignement en Grèce. Après, j'ai que ça à l'heure actuelle, mais ce qui veut dire qu'ils étaient suivis depuis un moment. Moi, ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, on parle que d'eux et qu'on ne parle pas du reste. Parce qu'ils étaient, je vous dis, entre la présidente de la commission droits de l'homme, Maria Arena, je ne comprends pas. Socialiste belge. Contrairement à ce que son nom laisse penser. Qui est donc, elle, la présidente de cette fameuse commission des droits, cette commission qui produisait toutes ces résolutions. Et aussi, je crois, présidente de cette ONG, la Fight Impunity, une des deux, où elle est très présente. Vous pouvez regarder sur Twitter, il y a pas mal de communication sur le fait qu'elle était très active dans cette ONG. Donc je suis étonnée que ça traîne un peu. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas tout mettre maintenant, ils veulent faire parler certains, et puis les autres les faire sortir? On sait qu'il y a M. Tarabella aussi qui est dans le viseur. Cozzolino, belge aussi. Elle est belge et italien, donc Cozzolino. Moi je fais partie de la commission jury
Donc on va devoir se prononcer sur la levée d'immunité, donc ça aussi à suivre, puisqu'il va devoir... Il faut savoir que les députés ont cette immunité. Eva Kaili n'en a pas bénéficié parce qu'elle a été prise en flagrant délit avec ses sacs. Elle est toujours en détention. Et elle est toujours en détention. Elle a été prise en flagrant délit, ce qui veut dire qu'elle était sous écoute et que, d'ailleurs c'est pour cela sans doute qu'ils voulaient absolument la voir pour la faire parler. Et les deux autres n'ont pas pris en flagrant délit, donc ils bénéficient de cette levée d'immunité. Et je pense qu'on va l'avoir rapidement à l'étude en jury. Donc, ce qui veut dire qu'on va être en commission à huis clos avec les députés qui sont titulaires de cette commission. J'en fais partie avec Gilles Le Breton. Et pendant une demi-heure, ils vont nous exposer, ils vont essayer de défendre en fait l'innocence pour qu'on ne puisse pas lever l'immunité parlementaire. Donc ça va être assez intéressant. Sachant, comme je l'ai dit, voilà, aujourd'hui ils sont tous pétris de voir qu'ils ont été pris la main dans le sac pour le coup. Donc cette notion de transparence fait que ça résonne un peu ailleurs dans toutes les autres commissions. D'où cette dernière information d'hier, je fais partie aussi de cette commission Covid, où on a une réunion des coordinateurs de groupe. En fait, coordinateur de groupe, on parle pour nos partis politiques. Et je suis co-coordinatrice avec l'allemande, Madame Limmer. Donc, dans cette commission à huis clos, on a eu donc l'affaire du Qatargate fin décembre. La présidente de la commission, Van Brandt, est aussi une Belge. Je crois qu'elle est écolo, je crois, à vérifier. Je ne sais plus. En tout cas, elle est belge, donc elle se le prend. Je prends aussi en pleine face. Donc, les arguments que nous avions vendus, en tout cas où on s'est battu pour avoir M. Bourla à la commission, 2 fois il a refusé, on a refait une lettre, on est gentil, on a refait une lettre avec des questions précises où là elle a appuyé notre demande. On a demandé l'audition de Mme von der Leyen depuis le début. Elle est assez réticente pour cette demande de l'audition de Mme von der Leyen. Mais là, avec ce Qatargate, besoin de transparence, besoin un petit peu de redorer le blason de cette institution, là, on est en position de force. D'où le fait qu'hier, en réunion des coordinateurs, on a défendu, qu'il y en a marre de se faire balader par M. Bourla. On veut maintenant que tous ces petits lobbies qui rentrent comme ils veulent au Parlement, on leur suspend leur badge. Le plus tôt est le mieux. Et la seconde demande, c'est qu'on veut maintenant une audition avec Mme von der Leyen. Au départ, ils étaient tous réticents, même les autres groupes politiques, mais là, avec ce contexte, fait qu'on a cette position un peu plus renforcée, et donc on a obtenu cet accord. Les 2 seuls partis qui n'ont pas voulu accéder à cette demande, PPE, donc les Républicains font partie de ce groupe, et Renew, c'est les macronistes, et là, pour le coup, la coordinatrice qui était absente, mais qui est la présidente pour le Renew, c'est Madame Trillet-Lenoir, qui n'a pas soutenu ces 2 demandes. Concrètement, Virginie, sur les affaires d'Ursula von der Leyen, est-ce que je vais vous poser une question provocatrice, est-ce que votre conviction est qu'il y a une affaire de corruption entre l'Union européenne et Pfizer? Je ne dis pas une certitude, mais une conviction ou un gros doute? Oui, parce qu'au fur et à mesure de la lecture des rapports, notamment celui du rapport de la Cour des comptes européenne, qui déclare qu'il y a eu 71 milliards d'euros pour des contrats d'achat de vaccins. Le plus gros contrat, c'est celui de Pfizer, je rappelle, 2,4 milliards de doses, avec des chiffres qui oscillent pour une dose entre 15 € et 20 €. On arrive à peu près à 40 milliards d'euros, avec une seule question que j'ai posée et pas de réponse, c'est-à-dire pourquoi avoir acheté ou commandé autant de doses, sachant que nous sommes 445 millions d'habitants. Pour en faire 10, pour en faire 9 par personne. Mais alors il fallait nous le dire dès le début, parce que quand on nous a vendu la vaccination, c'était 2 doses. On ne nous a jamais dit que tous les 2 mois, il fallait se refaire vacciner. Et donc, du coup, là, ils auraient pu répondre de la sorte. Il n'y a pas eu cette réponse. Donc, la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu un détournement de fonds en achetant plus, en commandant plus, sachant que derrière, de toute façon, soit on les jette, soit on les refourgue aux pays africains, dont aujourd'hui personne ne veut, puisqu'ils s'en sortent très bien sans cette stratégie de la vaccination. Donc pour moi, oui, il y a une vraie question autour de pourquoi autant d'achats.
Après, le fait qu'elle ne participe toujours pas à la transparence en transmettant l'intégralité des SMS pose problème. Mais je croyais qu'ils avaient disparu, ces SMS. Bah ça, ils nous disent ce qu'ils veulent. Enfin, franchement, quand on fait une enquête policière, ils disparaissent jamais les SMS. Enfin, c'est complètement, c'est faux. Plus en 2022. Je veux bien au siècle du Minitel et du fax, mais pas aujourd'hui. Quand on veut coincer quelqu'un, on a accès à tout, même à leur conversation téléphonique. Donc ça, c'est de la mauvaise foi. Donc il y a voilà, problème d'une surcommande, problème de pourquoi ne pas avoir toujours s'obstiner à ne pas transmettre ces SMS, et pourquoi avoir favorisé Pfizer par rapport aux autres laboratoires. Puisqu'on se retrouve aujourd'hui, on voit bien, monopole sur toutes les stratégies. Il reste plus que, il y a un peu Moderna, mais Moderna, on voit bien que tous les effets secondaires dans la plupart des pays veulent plus du Moderna, donc demandent du Pfizer. Et on se retrouve au départ avec 5 labos qui étaient en lice, on se retrouve plus qu'avec Pfizer. Donc après, ces deux grosses questions à laquelle on n'a toujours pas de réponse, effectivement, nous amènent à savoir, mais pourquoi avoir favorisé Pfizer? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des marchés? Je vais prendre un autre exemple, on en parle peu. Alors c'est vrai que beaucoup m'attaquent sur la société allemande BioNTech. BioNTech, aussi une société allemande qui est indirectement dirigée par son mari. Donc moi j'ai posé des questions. Est-ce que ça c'est documenté, attesté, authentifié? Les liens entre Eiko von der Leyen et des laboratoires qui auraient bénéficié des marchés de vaccins? Non, parce que ça a été bien monté. C'est un consortium en Italie qui a bénéficié des aides de la Commission, un consortium, donc plusieurs sociétés. Et comme il n'était plus dans le board, il s'est enlevé juste à temps pour que ça se soit pas, qu'on ne voit pas le lien en direct. Mais on subodore effectivement qu'en étant dans le board, juste quelques mois avant, ils auraient dû prendre des précautions et en tout cas l'indiquer dans le registre de transparence où la commission aurait dû vérifier ces éléments. Donc il y a ça, il y a Pfizer BioNTech et puis il y a aussi CureVac. On n'en parle pas assez de CureVac. CureVac, ça a été un des premiers laboratoires où Madame von der Leyen, personnellement, pareil, a conversé avec. Alors je crois aussi c'est par SMS. Et il les a même fait venir à la commission alors qu'ils n'étaient pas enregistrés dans le registre de transparence, ce qui est une obligation. Si on veut rentrer à la commission, enregistrement de ces sociétés au registre de transparence, ce qui n'a pas été fait. Et ce laboratoire a obtenu à l'époque 75 millions d'euros pour qu'ils avancent dans la fabrication du vaccin. Mais finalement, il n'y a pas eu de vaccin CureVac. L'EMA, je crois, a demandé beaucoup plus d'études pour valider la mise sur le marché. CureVac n'a pas poursuivi et donc ils se sont retirés. Mais ils n'ont pas rendu les 75 millions d'euros. Il faut savoir que dans cette société, dans ce laboratoire, les partenaires, c'est l'État allemand, c'est les fondateurs, des professeurs, mais aussi il y a Bill Gates, la fondation Bill Gates. Donc là aussi, c'est 75 millions d'euros, c'est le minimum, parce qu'après, je crois, et ça aussi on l'a soulevé lors de l'audition avec la Cour des comptes, de 75 millions, c'est passé à 160 millions. Et quand on a posé encore cette question, comment on va récupérer 160 millions? C'est pas rien. Bon, c'est sûr que pour la commission qui distribue beaucoup d'argent, c'est un chèque de plus et c'est pas grand-chose pour eux. Mais 160 millions pour un laboratoire, c'est quand même l'argent des contribuables. Je pense qu'aujourd'hui, nos boulangers, ils ne demandent pas autant pour qu'on puisse payer leurs factures d'énergie. Vous voyez, donc à un moment donné, et puis c'est des laboratoires qui ont aussi souvent le soutien de leurs États membres, donc ils ne sont pas pauvres, j'ai envie de dire. Donc, et puis là, la Cour des comptes nous dit le problème, c'est qu'on ne sait pas comment récupérer cet argent. Vous vous rendez compte? Mais quel est le rôle, selon vous, d'Ursula von der Leyen et peut-être de Stella Kyriakides, la commissaire à la santé, dans l'attribution de ces subventions? Est-ce que c'est un rôle qui peut être transparent ou expliqué, ou bien est-ce que ça donne le sentiment qu'il y a eu des magouilles, entre guillemets? C'est ce qui est mis dans le rapport, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de négociations en off,
ils avaient mis une petite procédure d'urgence, mais une procédure. Et dans plusieurs paragraphes de ce rapport, on voit qu'ils ont été hors champ, mais qu'ils ont considéré, la commission considérait qu'il y avait un problème d'urgence parce qu'il y avait le confinement. Donc il n'y avait plus de présence physique, il n'y avait plus de réunion, donc pour aller plus vite, ils ont considéré que le téléphone était le moyen le plus sûr de faire avancer les choses. Ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre. Mais alors on veut l'intégralité des échanges. Voilà, pour éviter toute suspicion et parce que, encore une fois, là c'est ce qu'on a rappelé hier, le contrat d'achat de vaccins pour Pfizer, c'est le plus gros achat de la Commission, historiquement, plus de 40 milliards d'euros. Donc pour éviter des suspicions, pour redonner confiance aux gens, et je ne parle même pas du contenu, de tout le reste, les effets secondaires, on parle que pour l'instant de l'argent, le nerf de la guerre. Il faut, et encore aujourd'hui, il faut qu'elle réponde de ces questions SMS. Pourquoi avoir choisi Pfizer finalement ? Pourquoi directement, tout de suite, d'entrée, vous avez considéré que c'est Pfizer qui allait fournir le plus de doses, puisque vous passez tout de suite 2,4 milliards de commandes, et les autres beaucoup moins. C'était une question. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il fallait plus commander à Pfizer que les autres ? Est-ce que vous avez bon espoir de l'auditionner, Ursula von der Leyen, et de lui faire avouer, expliquer ses critères ou ce qu'il a guidé pendant la négociation très particulière avec Pfizer ? Depuis le début de cette commission Covid, on n'a obtenu vraiment qu'une bonne réponse. Et elle est très importante. C'est celle de Jane Small par rapport à la question « Est-ce que vous avez testé le vaccin pour savoir si ça continue à transmettre ou pas le virus ?» Où elle a dit non, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc, j'ai bon espoir. Mais ce qui compte, c'est qu'elle réponde à nos questions. La plupart répondent à côté. Mais c'est pas grave. C'est pour qu'elles comprennent et que les citoyens voient qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et à un moment donné, on doit répondre de nos actes. Je rappelle qu'en parallèle, il y a quand même une enquête qui est ouverte. Je fais partie des gens qui ont signalé auprès du procureur européen le fait qu'il y ait un problème de transparence, peut-être de détournement de fonds publics européens. Donc c'est en cours. Hier d'ailleurs, j'ai reposé la question. Mais est-ce que cette enquête avance ? C'est la question que j'ai posée hier à Madame Van Brandt, puisque c'est elle la présidente de cette commission Covid. Et elle s'était tout de suite déclarée en faveur de travailler avec cette procureure. Donc je lui ai posé la question, est-ce qu'elle, de son côté, elle a des informations ? Elle n'en a pas. Moi non plus, pourtant je suis partie prenante du dossier, j'ai aucune information. Parce que ça peut être un enterrement de première classe, l'enquête du procureur européen. Ça peut être une façon d'amuser la galerie pour que rien ne se passe. C'est le risque, mais j'ai envie de dire, tant qu'on est là, on va aller jusqu'au bout, on ne va pas lâcher. Parce qu'encore une fois, entre les milliards d'euros, les conséquences de l'injection de ces vaccins, et on n'est qu'au début de voir, c'est un autre sujet, de voir tous les impacts, les effets secondaires. Là, tous les jours, je regarde un petit peu les courbes, je regarde les répertoires des effets secondaires, c'est l'hécatombe. Et en plus, quand je vois la réponse de Pfizer, dernière lettre, où il nous dit qu'en 2023, il est heureux de pouvoir continuer à collaborer avec nous pour continuer à diffuser les vaccins et à mettre en place la stratégie 2023, 2024, 2025, j'ai envie de dire, il faut qu'on stoppe cette machine. Est-ce qu'il y a une chance que la machine soit stoppée ? Il y a les élections dans 1 an et demi, le temps nous donne raison. Malheureusement, le temps nous donne raison. Je crois que c'est un échec total, l'injection de la 4e dose. Ici aussi, au sein du Parlement européen, en regardant mes collègues, en discutant un peu avec, j'ai pas l'impression qu'ils ont couru pour se faire la 4e dose. En France, c'est pareil. Quand je vois les résultats au niveau européen, la plupart sont arrêtés à la 3e, malgré tous les jours, on vous rappelle qu'il y a l'épidémie, qu'il n'y a plus de médicaments, mais il n'y a plus de place dans les urgences. Je crois que les gens ont vécu, ont vu la 3e dose et les conséquences. Donc d'un côté, il y a une volonté de mettre ces stratégies en place, on le voit au niveau de la Commission, puisque la Commission, la création de ces commissions, elle a été faite pour tirer le bilan de la première gestion de la pandémie pour pouvoir mettre en place une stratégie plus performante pour les prochaines pandémies.
Donc c'est ça l'existence de cette commission. On va donc au mois de juin sortir une résolution où on va essayer d'améliorer, où l'idée c'était d'améliorer le processus qui a été mis en place pour pouvoir ne plus travailler dans l'urgence, mais plutôt dans la récurrence de pandémie. Donc ce qui veut dire que cette stratégie-là va être actée, va être rentrée dans l'ordre, avec sans doute la remise en place du certificat Covid. Là, je viens de recevoir ce matin un rapport de la Cour des comptes qui fait un petit bilan sur l'outil destiné à faciliter les voyages, pour dire que la Commission elle a bien bossé, elle a donné de l'argent, ça a été un triomphe. Donc l'idée derrière, c'est de mettre dans le dur cet outil. Et donc nous, au mois de juin, ils vont nous sortir cette résolution pour que la stratégie vaccinale, tous les moyens pour lutter contre la pandémie et surtout avoir les réponses à ces crises puissent être finalement un outil à disposition de la Commission. Donc ça va être voté cette année. En parallèle à suivre, c'est l'OMS qui veut reprendre ça au niveau mondial. Avec son fameux traité sur les pandémies. Exactement. Donc voilà. Quand vous êtes dans votre commission, les gens, ils ont des étonnements. Dans votre commission Covid, donc qui regroupe tous les groupes du Parlement européen, qui partage l'idée que les effets secondaires du vaccin sont dangereux? Est-ce qu'il y a des députés de cette commission qui s'expriment en disant oui, on s'est fait avoir, on n'y croyait pas, on regrette? Est-ce qu'il y a des discussions là-dessus? Alors nous, on essaye à chaque fois de ramener le sujet. Notamment quand on a des auditions avec des médecins, à chaque fois on parle d'effets secondaires. L'exemple, ça a été lors de l'audition de Pfizer. On a attaqué, je crois que j'ai attaqué sur les effets secondaires, et en fait il y avait une omerta. Une omerta, on parle, et quels sont les députés? J'ai envie de dire, il y a évidemment de notre groupe, les conservateurs ECR, et j'ai envie de dire, pour l'instant, pas trop. À part nous, on ne parle que, et aussi les non-inscrits. Donc c'est Ivan Sinčić, c'est Christian Terès, c'est Mislav Kolukusic, donc tous ces non-inscrits, Francesca Donato, et dans ECR, c'est Rob Roos et une Espagnole. Parce que je crois qu'ils ont peur en fait de la réalité. 2 fois j'ai déposé une résolution pour parler des effets secondaires, donc c'était en 2020, septembre 2020 et mars 2021. Ils n'ont même pas débattu sur le sujet, parce qu'eux, ils se voilent encore la face. Moi quand je fais une intervention, je viens toujours avec le rapport de l'ANSM. C'est pas moi qui l'invente. Tout est bien répertorié, c'est des chiffres français, et à chaque fois on m'attaque pour des informations. Je suis désolée, moi je ne cite que des chiffres. Donc pour l'instant, ça veut dire quoi, on vous attaque pour des informations? Que je fais de la fake news, que c'est faux en fait. Mais bon, après on connaît les gens qui m'attaquent, c'est les macronistes, qui sur ce point défend la position de son gouvernement à vouloir tout vacciner, tout le monde 15 fois dans l'année. Donc elle défend cette politique. Mais c'est vrai qu'on vient avec les chiffres, on vient avec les rapports, et on se fait encore attaquer pour des informations. Donc c'est regrettable, parce que le problème, qu'on ait envie ou pas de continuer cette stratégie de la vaccination, il y a aujourd'hui 25% de cas graves pour Pfizer en effet secondaire. En effet, ce qu'on a confirmé... 25% des cas d'effets secondaires sont... Pfizer. Des cas graves. Ouais. Il n'y a pas 25% d'injectés à Pfizer qui développent des cas graves. Non, voilà. Il faut préciser aussi. Oui. Je vais avoir des remarques oui. Alors, voilà. Quand on regarde sur les cas d'effets secondaires. Voilà. 1 sur 4 est grave dans le cas de Pfizer. Exactement. Mais ça veut dire que les autres sont quand même graves. Mais, oui. Voilà. Donc du coup, dans ces rapports, donc 25% de cas graves, les autres sont considérés plus légers. Vous avez avéré myocardite, péricardite, hypertension artérielle et troubles menstruels. Donc c'est dans le rapport. Et quand on évoque ces sujets, alors oui, la réponse par la Commission, c'est on a sauvé 20 millions de personnes. Donc là aussi sans produire, parce que moi on me demande de produire des études, mais en face il n'y a pas d'études. Hein. Toujours pareil. Hein. Et combien de députés sont encore dupes de ça? C'est-à-dire que les macronistes, que les républicains le soient, mais dans les autres groupes, notamment en Pologne ou ailleurs. Alors les pays de l'Est sont beaucoup plus critiques.
Croatie, Slovaquie. D'ailleurs, on le voit dans les stats des taux de vaccination. Ça se reflète comme cela. Après, au niveau de la commission, hier, par exemple, quand on a posé ces deux questions, on a demandé les badges sur Pfizer qui soient levés et l'audition de Mme von der Leyen. Au début, on n'était que 2 à soutenir cette position. 3 avec les Greens, puisque Mme Rivasi avait participé à cette demande. Donc on étions 3. Hier, il y avait en plus, c'est rajouté les socialistes, et pour cause, à cause du Qatargate, problème de transparence. Se sont rajoutés la GUE, c'est The Left, c'est France Insoumise. Et bon, nous étions, donc c'est ECRID, donc on était en majorité. Donc les seuls qui n'ont pas participé à cette demande, et les Verts, et les partis, donc les macronistes et les républicains, le PPE. Mais bon, on le sait, le PPE, parce qu'ils défendent aussi Mme von der Leyen, qui est leur présidente allemande, je rappelle. PPE, c'est le parti populaire et le parti le plus important sont les Allemands, donc ils défendent, ça je peux l'entendre. Mais les macronistes, à part défendre la politique de Macron sur cette stratégie du tout vaccin, je ne peux le voir que dans cette posture. Mais oui, pour les effets secondaires, c'est navrant, mais ça commence à changer. C'est-à-dire que là, hier, on a de nouveau redemandé à ce qu'il y ait une audition d'experts sur ce sujet. Alors on nous dit que maintenant il y a un problème de temps, parce qu'au mois de juin, on doit voter cette résolution. Mais on a dit, mais les effets secondaires, ça fait partie du package. Qui va gérer? Qui va payer? Donc nous, on ne lâche pas sur le sujet. Je sens effectivement que ça commence... Ils le vivent, malheureusement, certains, directement ou indirectement. Donc ça commence un peu à changer. Hier, d'ailleurs, on est sorti là, on s'est dit, jamais on n'aurait cru que ça passait, ces 2 demandes. Et donc là, on était en majoritaire. Alors, l'audition de Ursula von der Leyen, vous l'espérez pour quand? Avant le mois de juin, puisqu'on doit défendre et rédiger cette résolution, puisqu'elle sera mise au vote au mois de juin. Et puis, surtout, la commission se termine fin juin. Donc elle n'existera plus, sauf si on redemande, mais je crois qu'on a déjà épuisé nos demandes. Donc normalement, ça termine fin juin. D'accord. Donc voilà un petit peu. L'impact, pour finir cette longue conversation, dont je vous remercie, l'impact de Twitter Files, des révélations de Elon Musk sur les influences, l'impact sur les députés, c'est quoi aujourd'hui? Alors, impact député, moi, comme vous savez, la désinformation, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que depuis le début, je me sens concernée, puisque c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'avais lu Les Nouveaux Chiens de garde il y a très longtemps, la fabrique du consentement, donc ces manipulations de l'information, on sait ce que c'est, dans un sens comme dans un autre. Et quand j'ai vu ça le 26 décembre, les Twitter files de Covid, enfin, qui sortent, première chose, ma réaction c'est de dire ce qui a été mis en place là-bas, je suis sûre que c'est exactement la même sauce qu'ils nous ont mis en place au niveau européen. Donc ça fait partie là de mes priorités de cette année, la désinformation, puisque en 2020, une des premières communications de von der Leyen, c'est de dire il faut lutter contre la désinfo, parce que c'est l'air de la guerre, faire peur aux gens, faire passer des messages toute la journée, on l'a bien vu, tous vaccinés, tous protégés. Quand on prenait l'autoroute, l'habitude c'est la météo, ou l'heure, ou bonnes vacances, là c'était vaccinez-vous. Donc cette information qui a été mise en place par les États, on voit bien, on l'a vu par rapport à nos communications, certains ont été bannis, il y a eu l'histoire des fake news, du fact-checking, où ça n'allait que dans un sens. Donc maintenant on va voir, ok, on sait maintenant, on a une certitude qu'il y a eu une manipulation grâce à la lutte contre la désinformation de la part des lobbies, des ONG, des institutions aux États-Unis. Donc maintenant, quid au niveau européen? Voilà, donc là, la semaine prochaine, on a une audition sur les droits fondamentaux et l'impact de la désinformation et la mésinformation et la propagande sur la démocratie durant la pandémie. Donc ça, on a ça le 30 juin. Donc normalement, on a la représentante de YouTube France qui va venir. On a TikTok, Facebook. Moi, j'ai demandé, d'ailleurs, du coup, grâce à cette dernière info, à ce qu'on contacte quelqu'un de Twitter pour pouvoir aussi s'exprimer sur le sujet. On veut savoir qu'est-ce qui a été mis en place pour soi-disant lutter contre la désinformation et finalement rétablir la vérité et
Et là, nous sommes en train de poser une question à la Commission européenne, de savoir quelle était sa position, quelles ont été ses instructions, parce que pour pouvoir imposer aux plateformes une soi-disant lutte contre la désinformation. Donc c'est un vrai sujet, puisque si on décortique bien cette lutte contre la désinformation sur le Covid, on va pouvoir l'adapter à tout le reste, à tous les gros autres sujets. La crise en Ukraine, quid ? Parce qu'on voit bien qu'il n'y a qu'une certaine tendance. Ils ont fermé le clapet à plusieurs journalistes. On peut le mettre aussi sur les élections politiques. Donc voilà, un outil, la lutte contre la désinformation, est-ce que finalement, derrière, ça va pas... Toute la pelote. C'est toute la pelote derrière, et puis montrer aux gens que la manipulation, c'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire, que c'est que dans un sens. Ouais, c'est pas que les Donc c'est un vrai sujet très important. En plus, comme je l'ai dit, bientôt arrivent les élections. Et puis, pour la petite anecdote, ils ont monté une commission ingérence. Et le président de cette commission ingérence, ING, c'est Raphaël Glucksmann. Et lui, il est en train de monter, comme moi avec cette commission Covid, où on est en train de monter une résolution pour prévenir et guérir des prochaines pandémies. Lui, c'est plutôt faire un état des lieux. Il y a de l'ingérence, donc c'est-à-dire des forces extérieures à l'Union européenne. Des Russes, des voilà. Chinois. Voilà, qui manipulent, etc. Donc lui, il défend cette commission, et son cheval de bataille, c'est aussi la désinformation. Donc je suis curieuse de voir ce qui va pondre. Mais effectivement, on a déjà une idée que le camp du bien contre le camp du mal. Oui, et puis le délit d'opinion, le délit de complotisme, des choses de ce genre. Voilà, liberté d'expression que dans un sens. Donc un vrai sujet qui sera, à mon avis, débattu dans différentes commissions et défendu avec des positions différentes par ces députés en 2023. Est-ce que, dernière question quand même pour la route, est-ce que vous avez envie de vous représenter lors des prochaines élections ? Moi, bien sûr, je pense que le bilan n'est pas si mauvais que ça. Je pense qu'il y a une continuité dans la stratégie de la Commission à continuer ce qu'elle est en train de mettre en place, puisque je rappelle qu'il y a l'agenda 2030 qui est derrière. Donc on sera en 2024, donc il y aura encore 5 ans. Et j'aimerais continuer ce combat, parce que en face, eux, même si les députés changent, la stratégie continue. Donc je pense qu'il faut continuer ce combat au-delà de 2024, parce que, comme je l'ai dit, ces agendas, ils vont même au-delà. Enfin, vous savez d'où ils viennent, souvent. Quand on regarde, c'est pour ça que je le mets dans la désinformation. C'est ça, la déclaration des dirigeants du G20, du G7. Voilà. Et là-dedans, on a notre feuille de route. On a notre feuille de route pour les 10-15 ans à venir. Et donc voilà, donc, sachant que ce qui est en train de mettre en place au niveau de Bruxelles et même au niveau mondial continue, moi j'aimerais effectivement continuer à poursuivre ce combat, à être plus nombreux, mais je pense qu'on le saura, parce que aujourd'hui, comme on travaille beaucoup avec ECR, on est 63 députés, ECR 59, avec des nouveaux partis qui risquent de venir nous rejoindre à la prochaine mandature. On voit qu'en Suède, il y a une montée aussi des partis dits populistes. En Espagne, ils ont le vent en poupe. Pareil en Portugal. Donc la Hongrie, comme vous le savez, aujourd'hui, elle est en non-inscrit. Donc on essaye aussi de construire un parti un peu plus étoffé. Donc ça aussi, ça sera un travail de longue haleine qui va être mis en place par mes collègues cette année, pour pouvoir être un parti plus imposant lors de la prochaine mandature. Bon, merci Virginie. Merci à vous. À bientôt. Longue, hein.